L'exposé que je vais vous faire s'attache à des espaces qui sont exponentiels de la culture occidentale, et parce qu'ils sont soutenus par des très puissants vecteurs culturels de l'édition, du cinéma et de la création musicale et picturale. Alors, le brassage international que je vais essayer de vous expliquer rapidement, en tout cas, diffère totalement de celui des populations qui viennent d'être décrites. Vous pouvez vous en rendre compte, parce que, d'autant plus que les romans dont je vais vous parler, puisqu'on va parler de la forme dominante de la littérature contemporaine, picorent. C'est pas bon, là. Est-ce que... Et pourquoi? C'est bon? Ouais, c'est mieux. Donc, ces romans vont picorer et réinterpréter des philosophies extra-occidentales. Et ils vont également transmettre les convictions profondes des personnes qui les ont écrites. Alors, j'ai choisi 3 ouvrages. Le Vagabond des étoiles de Jack London, qui a été publié en 1915. Opération Amérante de Richard Powers, qui a été publié en 1993 et édité beaucoup plus tard en France, enfin parce qu'il était difficile à traduire à mon avis. Les âmes vagabondes de Stephenie Meyer, qui est une autrice qui a fait Twilight, que vous connaissez peut-être, et qui a été donc édité, le livre a été édité en 2008. Donc ces 3 romans ont rencontré un extraordinaire succès public, international. Il faut comprendre que, je ne vous présente pas Jack London, hein, il est ni Richard Powers, parce que Richard Powers, vous en avez entendu parler grâce à l'Arbre Monde, qui a eu une diffusion exceptionnelle. Quant à Stephenie Meyer, elle est classée parmi les magazines européens qui sont dédiés à l'édition, c'est-à-dire Livre Hebdo, Booksellers pour la Grande-Bretagne. En 2010, elle a la 2e place des écrivains de fiction les plus vendus en Europe. Je vous le dis parce que peut-être que vous n'avez jamais lu Stephenie Meyer, et moi non plus d'ailleurs au départ, mais c'est assez exceptionnel. Donc, leur message atteste de l'évolution de la pensée occidentale relative au voyage de l'âme, aux itinéraires de l'esprit. On verra que c'est différent selon les auteurs. Et peu ou prou, ils mettent en scène des expressions communes du chamanisme. Alors, ces expressions communes du chamanisme, elles sont bien évidemment très sujettes à caution, mais je prends des termes qui sont utilisés particulièrement par un anthropologue, Michael Harner, un anthropologue américain, qui a essayé de communaliser un certain nombre d'expériences chamaniques qu'il avait observées et pour lesquelles il cherchait des dénominateurs communs. Alors, donc, ce qui fait que ces expériences du chamanisme qu'on vient d'étudier, d'entendre les diversités toute cette journée, s'appuient sur des expériences oralisées, musicalisées et liées à des géographies particulières. Là, on est tout à fait dans l'inverse, c'est-à-dire qu'on est dans des situations de littérature dominante. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est un public énorme, ce qui signifie qu'il y a un écho, il me semble en tout cas. Donc, quels sont les thèmes communs qu'on trouve dans ces romans? Le voyage des âmes, la fluidité des esprits, de la transe et la transporte ouverte d'une réalité non ordinaire. Donc, ces 3 éléments, bien sûr, vont être écrits, mis en scène, en relation avec le terreau de civilisations anciennes, c'est-à-dire qu'on retrouve des éléments
analogique chez les Égyptiens, les Celtes ou les Grecs, pour peu qu'on connaisse vraiment. Enfin, c'est une interprétation en tout cas, mais c'est une interprétation cohérente qu'on trouve dans ces romans. Et en tant que tel, il faut les respecter parce que c'est justement, il y a un public qui s'y intéresse. Alors, donc on trouve dans ces romans des éléments qui touchent très précisément le démembrement, le remembrement, l'envol de l'âme, le recouvrement d'âme, la lutte contre les intrusions et donc les mécanismes d'extraction. Et on trouve aussi dans ces romans quelque chose qui est tout à fait particulier puisqu'on le connaît à travers les mythes, mais également c'est un exercice que certains chamanismes pratiquent, le voyage psychopompe, c'est-à-dire le voyage au-delà de la mort, un voyage qui n'est pas sans danger pour le commun des mortels en tout cas. Et donc, je rappelle que ces romans et le succès de ces romans est aussi lié à une sorte de recherche de racines de l'Occident, et que cette recherche de racines, elle est tout à fait légitime, encore une fois. C'est-à-dire que nous sommes dans un espace de carrefour, enfin, un moment de carrefour où chacun s'interroge sur le passé, l'avenir, le présent, etc. Alors, comme je parlais de littérature, j'avais dit que je ne voulais pas montrer des images, bien évidemment, et les organisateurs ont sollicité sur mes propres peintures, donc il se trouve que ça ressemble vaguement à ce que je suis en train de vous raconter, mais c'est tout. Donc, voilà les livres que j'ai essayé de présenter. Et je vais vous dire aussi que je suis obligée de passer très très vite sur ce legs racinaire, enfin que j'appelle racinaire, de nos civilisations. C'est que on a entendu ce matin comment dirais-je, la relation qui pouvait être faite entre chamanisme et sorcellerie. On peut dire aussi que quelque part les sorcières étaient issues des classes populaires, et que quand on était une fille de bonne famille et qu'on était dans un couvent comme Hildegarde de Bingen ou Catherine de Sienne au XIIIe siècle, eh bien on était une sainte, et on avait des visions. Et il y avait aussi des épisodes qui étaient des vrais épisodes de lévitation, d'envol de l'âme, de guérison plus ou moins spontanée. Donc il y a, encore une fois, un partage social. Et là, je suis en train de vous parler de romans qui ont acquis une qualité populaire. Et c'est très important, justement, de savoir comment notre culture contemporaine est en train de fracasser quelque part les divisions qu'il y avait par le passé. Et donc, nous avions travaillé il y a 12 ans avec, à plusieurs bien sûr, et en codirection avec Émile Noël, sur les territoires du sentiment océanique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce sentiment de plénitude qui est décrit par Romain Rolland en 1927. Et donc, ce que je suis en train de vous présenter, c'est aussi toute cette espèce de travail qui n'est pas coordonné en général, toute une population intellectuelle, poète également, artistique, pour essayer de recoller ensemble des morceaux qui avaient été opposés par les siècles derniers. Et donc, Albert Einstein, par exemple, il écrit une phrase que je vais vous lire, parce qu'elle entre en résonance avec les éblouissements qui sont décrits par Vagabond des étoiles de Jack London. Il dit « Nous sommes des ondes sonores et lumineuses ralenties, un faisceau ambulant de fréquences syntonisées dans le cosmos. Nous sommes des âmes vêtues de vêtements biochimiques sacrés, et nos corps sont les instruments à laquelle nos âmes jouent leur musique. » C'est beau, oui.
Donc, alors là, donc avec les médias, avec l'édition, et les médias qui ont emboîté le bas à l'édition, nous sommes dans une période, j'ai appelé ça de laïcisation, c'est peut-être un peu fort, de démocratisation de ces savoirs anciens, et donc de recomposition. Il ne s'agit pas de retrouver les savoirs d'origine qu'on n'aura jamais, c'est de recomposer, de remembrer quelque part des éléments qui peuvent être communs à plusieurs civilisations, et avec la réappropriation des contes. Le conte où les animaux parlent, très important dans nos civilisations. Et quand Michael Harner, en 1980, a publié son essai La voix du chaman, nous on l'entend, qu'entendez-vous par là? On entend voix VOIX, c'était voix VOIE. Hein. Et donc, il a fondé également la Fondation for the Shamanic Studies, qui aujourd'hui est relativement bien implantée, bien sûr aux États-Unis, mais en Suisse aussi et en France, pour mettre pour perpétuer des expériences qui sont cadrées. Et ces expériences cadrées, c'est-à-dire dans la mesure où elles restent attentives aux notions d'intégrité et de consentement, les drogues sont prohibées. Donc il ne s'agit pas de ce qu'on a entendu par le précédent exposé. Alors, le pouvoir de l'esprit qui s'évade des contraintes du monde, c'est un thème qui est banal en littérature. Il est assez courant au XIXe siècle. En France, vous avez Nodier, enfin vous avez bien d'autres, sur les hallucinations, les expériences spirituelles. Au début du XXe siècle, vous avez deux auteurs, un à Prague, qui est autrichien, qui est l'écrivain Gustav Meyrink, qui va mettre en scène dans ses romans fantastiques, vous avez sans doute entendu parler du Golem qui est publié en 1915, et à la même époque, donc, Jack London, qui est mieux connu pour être un romancier de l'aventure et du combat social aussi, hein, et va publier, quelques mois avant son décès, Le Vagabond des étoiles. Et il est considéré comme ce testament de cet auteur. Alors, Le Vagabond des étoiles, ça décrit la transe d'évasion par auto-hypnose d'un intellectuel qui est ligoté dans la camisole de force, parce qu'à l'époque, pour les prisonniers récalcitrants, on enfermait les prisonniers récalcitrants dans des camisoles, comme pour les fous, on l'a fait longtemps, exactement pareil. Et là, le directeur de la prison veut le tuer. En fait, il veut le contraindre son corps de façon tellement violente qu'il espère qu'il va mourir et qu'on va dire il est mort de la grippe, etc. Et par différents exercices, son esprit s'envole. Et ce qui est particulier dans cet exercice, c'est qu'on n'arrive pas à le tuer, il revisite les épisodes du passé, c'est-à-dire qu'en fait, il fait une anamnèse par l'esprit, et à un certain moment, comme on n'arrive pas à le tuer, on ne lui met plus la camisole, et il continue, par la force de l'esprit, ce qu'il explique, à voyager. Donc, sans drogue, sans contrainte, sans douleur, mais c'est un corps qui au départ a été martyrisé. Et là, on arrive à ce que Mircea Eliade décrivait pour être les guérisseurs blessés. C'est-à-dire qu'en fait, Meyrink comme London, d'ailleurs, ont eu des enfances traumatiques, et ils répondent, la question est posée, c'est-à-dire comment transmettre un message intime quand la société scientifique du début du XXe ne va pas vous écouter. Donc, la création littéraire et artistique devient la réponse d'urgence à cette question. Et le roman de London explore la force de l'esprit à travers des migrations sensorielles. Et ce qui est important, parce que dans les années 40, une année particulièrement difficile, puisque c'était la Seconde Guerre mondiale,
Gaston Bachelard va publier aussi ses meilleurs livres sur le rêve et sur cette capacité de l'esprit de sortir de lui-même. Et c'est ce qu'on essayait de montrer à travers les territoires du sentiment océanique. Alors, le recouvrement d'âme. Alors, si Michael Harner explique que si le blocage traumatique persiste chez le patient, la force d'âme s'étiole, la personnalité souffrante s'effrite, la maladie s'installe, et donc là on peut faire une relation avec la définition que l'OMS donne de la santé. Alors la santé, comme vous le savez, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Aujourd'hui, il y a une demande collective de bien-être, c'est une des qualités de nos sociétés, cette demande d'être bien ou de bien-être. Et ce qui est particulier, c'est que le handicap dans le chamanisme, comme l'explique Mircea Eliade, et comme l'expliquent aussi les romans dont je parle, est la porte d'entrée pour la transformation de l'esprit. Et donc, bien sûr, donc c'est l'épreuve, c'est la souffrance qui va faire que certaines personnalités vont dépasser les douleurs, hein, comme l'Orphée grec et également l'Imana sumérienne. Donc c'est une dialectique hein, qui se retrouve aussi dans le livre Opération Amérante de Richard Powers en 1993, et il met en scène un chirurgien qui travaille, il est dans le service de pédiatrie de l'hôpital public de Los Angeles. Vous pouvez imaginer que ça ne marche pas très bien. Il est décrit comme un lépreux de l'affectif. Il est bouleversé à un certain moment, il n'arrive pas, quoi. Il est toujours en train d'opérer. Et il est de plus en plus épuisé, enfin, il est dans vraiment très mauvais état, il est malheureux, psychique. Et il explique qu'enfant, il avait pour espoir de réparer le monde. Il est devenu pédiatre pour ça. Et en fait, il pratique le remembrement des corps sans pouvoir réparer les esprits. Alors, son existence, sa volonté de progrès sont continuellement bloquées par un gigantesque embouteillage physique et mental, tandis que la survie aléatoire des enfants dont il s'occupe le bouleverse parce qu'ils ont l'air heureux. Et ils ont l'air heureux alors qu'ils sont handicapés, malades, mourants, etc. Et ces enfants convoquent un imaginaire collectif qui est l'imaginaire des meneurs de rats de Hamel, c'est les légendes que vous connaissez, l'Odyssée des Boat People, la tragique croisade des enfants du XIIIe siècle. Et en fait, c'est la kiné, qui s'appelle Linda dans le roman, qui arrive à transformer par l'art, par le théâtre, par le soin du corps physiquement, des enfants qui sont complètement rejetés par la société. En 2008, Stéphanie Meyer, dont j'ai découvert grâce à vous l'existence, elle a donc écrit Les âmes vagabondes, qui est en anglais, c'est The Host, c'est-à-dire l'hôte. Alors, elle décrit l'implantation d'une âme qui est venue d'une autre planète dans un corps vivant d'une humaine. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme ou femme, soit vivant pour qu'une âme vienne le pacifier. Donc, c'est une autrice de confession mormone. Elle est mère au foyer. Elle a choisi de raconter les voyages en esprit qu'elle effectue au travers ses rêves. Et il faut comprendre que Stéphanie Meyer, selon le magazine économique Forbes, est au 26e rang mondial des influenceuses. Alors, le récit de Stéphanie Meyer illustre à la fois le recouvrement d'âme, l'intrusion, le voyage psychopompe, tout ça en même temps. Hein. Et moi, ce qui m'a intéressée, parce que j'avais eu l'impression que j'allais tomber sur un roman de gare, et pas du tout, j'ai trouvé que philosophiquement, c'était très intéressant.
Parce que d'abord, elle dissocie les âmes et les esprits. C'est-à-dire que les âmes sont éternelles, arrivent, essaient de pacifier des esprits rebelles, et l'esprit, quelque part, il a une conscience, mais il y a un conflit. Elle dit il y a des conflits entre les âmes et les esprits. Et dans son récit, il y a des âmes qu'on appelle les traqueurs, qui capturent les humains rebelles pour leur implanter des âmes immémorielles afin de pacifier leurs émotions violentes qui sont la caractéristique de l'humanité. Et donc l'intrusion n'est plus définie comme une intrusion, elle est définie comme une insertion nécessaire. D'une certaine façon, il y a une certaine cohabitation conflictuelle qui s'exprime à travers le vagabondage des âmes et le conflit qu'il a avec les esprits. Alors, les trois romans, je dois le dire, sont écrits à la première personne. Alors, le roman de Jack London, lui, il s'appuie très explicitement sur un récit biographique, c'est-à-dire qu'il a, en tant que comme journaliste, il a consigné l'expérience de quelqu'un de sortie du corps. Les autres sont aussi écrits à la première personne, et quand on les lit, et je les ai encore une fois lus et relus pour vous, ce sont trois romans, donc encore une fois avec une grande audience, qui parlent du respect de la vie et également du consentement dans le soin. Ce qui n'est pas évident non plus, puisque au fond, encore une fois, les pratiques traditionnelles peuvent aussi ne pas correspondre à un consentement, mais au contraire à un choix collectif vis-à-vis d'une personne qui serait souffrante. Donc, l'éthique du traqueur, du soigneur et même du conteur, comme aujourd'hui, sont d'abord interrogées en priorité. On peut donc penser qu'au-delà de l'histoire religieuse que l'on connaît, enfin du moins qu'on connaît un petit peu les dogmes, il existe un pan immense, culturellement peu exploré, qui conduit des populations contemporaines au voyage distinct ou brouillé de l'âme, de l'esprit. Et ces voyages tissent des liens entre des souvenirs proches et lointains, collectifs et personnels. La littérature est un réservoir de cette interrogation qui perdure aujourd'hui à travers les médias. Cette submersion légitime le dialogue que nous avons aujourd'hui et permet de comprendre au mieux l'importance, la nécessité et aussi la diversité des arts et des lettres dans les sociétés occidentales. Aller à la rencontre du rêve et de la transe permet, il me semble, de repenser les mystères et les potentialités de l'évolution humaine. La reconnaissance des voyages de l'âme, tel que vous l'avez choisi aussi des itinéraires de l'esprit, met en lumière des arts archaïques, singuliers, et je dirais que, ce que j'ai essayé aussi d'expliquer dans mon livre sur chamanisme et sorcellerie, l'émergence d'art contemporain tels que l'art brut et la musique concrète. C'est-à-dire la volonté de casser des codes de représentativité, tant par l'image, par l'art brut, ou l'art des fous, l'art singulier, on peut l'appeler de différentes façons, et la musique concrète qui a été inventée par Pierre Schaeffer en 1900, au sortir de la Première Guerre mondiale, en 1948. Et donc, c'est l'art des sons et l'art des expressions picturales et musicales qui s'évadent d'un certain nombre d'expériences normatives.